Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver sur School TV. School TV Le Max, c'est reparti pour une demi-heure d'infos avec à chaque fois, vous le savez, une thématique forte qui concerne la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, on se met en mode action, éducation et on s'intéresse à la pornographie. Oui, et plus exactement à la consommation de porno chez les très jeunes, les ados, des chiffres édifiants qui vous sont comptés dans un instant par Mathilde Wessels. Une exposition prolongée et chez les ados de plus en plus jeunes, ça c'est problématique. Quels impacts, quelles conséquences pour la construction de sa sexualité, quelle perception des rapports femmes-hommes, on en parle dans un instant avec nos invités. Puis on verra également dans cette émission que le smartphone joue un rôle important, très important même dans cette équation. Quelle prévention, quelle sensibilisation, comment briser cet ultra tabou à la maison comme à l'école. On en parle avec Farida Dani via Skype. Bonjour Farida, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, vous êtes vice-présidente de la région Île-de-France, chargée de la santé, des solidarités et de la famille. Vous êtes également maire adjointe à Villepinte. Bonjour Joseph Pesme. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de We Are Lovers. Vous pouvez nous dire We Are Lovers ce que c'est en 30 secondes, s'il vous plaît? Dans 30 secondes, c'est une association conçue par des jeunes pour les jeunes, dans l'objectif d'apporter notre témoignage de consommation de la pornographie auprès d'eux, pour les sensibiliser aux conséquences que ça peut avoir sur leur vie, sur leur sexualité, sur leur rapport avec l'autre sexe, dans le but d'avoir quelques clés de lecture pour mieux appréhender ce phénomène qui est extrêmement banalisé aujourd'hui. On en parle plus en longueur dans un instant avec vous et avec Farida Adani, juste après la loupe de Mathilde Wessels. Salut Mathilde Wessels. Salut, ça va? Ça va très bien. On parle du porno aujourd'hui, du porno chez les jeunes, chez les ados, un phénomène pour le moins inquiétant avec des chiffres édifiants. Oui, effectivement, c'est surtout cette dernière étude de l'Arcom qui ne va pas vraiment nous rassurer. D'après un dernier rapport donc, de l'Arcom basé sur les données d'audience médiamétrie, on apprend que les mineurs regardent du porno de plus en plus jeunes et surtout en grand nombre. Chaque mois, 2,2 millions de mineurs fréquentent des sites pornographiques pendant plus de 50 minutes en moyenne. C'est énorme, quasiment une heure. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Et à partir de quel âge, Mathilde, ces jeunes commencent à regarder ce type de contenu? Eh bien, dès l'âge de 12 ans, voilà. La moitié des garçons se rend en moyenne chaque mois sur un site pornographique. Ils sont près de 2 tiers à s'y rendre entre 16 et 17 ans. Il faut savoir qu'ils représentent tout de même 12% de l'audience sur un site pornographique. C'est quand même pas mal. Et pour se rendre compte de la progression, regardez ce graphique de l'Arcom où on voit l'audience mensuelle concernant la part des mineurs fréquentant des sites porno qui a progressé. Vous le voyez, de 9 points en seulement 5 ans. Et ces enfants regardent du porno sur quel support? Alors, on a du mal à s'imaginer des ados regardant du porno sur l'ordinateur familial, dans le salon, évidemment. Donc, d'après cette étude, encore une fois, les ados regardent du porno directement sur leur téléphone. Smartphone. Et oui, évidemment, ça facilite ce genre de consommation. Regardez, pour 75% des mineurs, le mobile et même le terminal exclusif. Donc voilà, 75% en fait utilisent directement leur téléphone uniquement. L'Arcom alerte sérieusement évidemment sur ce phénomène où des adolescents de plus en plus jeunes consultent des sites porno en dehors évidemment du regard parental. Les jeunes filles consomment aussi, mais c'est moins important. Ah oui, ça n'a rien à voir. Elles sont 31% à y être exposées entre 12 et 13 ans. Alors 31%, ça reste quand même pas mal, c'est important. Mais on est loin quand même des garçons. Cette proportion diminue d'ailleurs jusqu'à la majorité, tandis qu'elle augmente chez les garçons. C'est l'effet inverse. Mathilde, je crois, de ne pas dire de bêtises, je crois qu'il y a un petit peu moins de 200 plateformes, 179 je crois, il me semble, d'après effectivement le rapport de l'Arcom. Il y a un site, une plateforme qui se détache un peu plus que les autres. Tout à fait. Alors, elle est évidemment très connue chez les mineurs, mais aussi chez les adultes. C'est la plateforme numéro 1. C'est le site pornographique Pornhub qui s'envole depuis déjà 2017. Il est très loin devant ses concurrents. 1,4 million de mineurs sont connectés sur ce site. Se sont connectés en décembre 2022. Vous voyez, c'est absolument édifiant. Donc voilà, c'est ce site-là qui arrive en tête. Merci Mathilde. C'est parti pour l'expression orale. L'expression orale avec Mathilde, bien sûr, avec Joseph Pesme, qui est directeur général de We Are Lovers, et Farida Adlani, qui est vice-présidente de la région Île-de-France, chargée de la santé, des solidarités et de la famille. Vous êtes également maire adjointe de Villepinte. Peut-être un premier mot avec vous. Farida, je sais que vous êtes très au fait de ces questions pour la ville de Villepinte, bien évidemment, mais bien sûr, concernant la région Île-de-France. Quel est votre sentiment? Je rappelle les chiffres que donnait Mathilde, 2,3 millions d'enfants en France qui sont exposés à des images pornographiques pendant plus de 50 minutes en moyenne chaque mois. C'est 600 000 de plus qu'à l'automne 2017. Vous êtes plus inquiète par le volume ou par la croissance, par l'évolution de ces chiffres?
Et d'abord vous dire que moi, ces chiffres ne m'étonnent absolument pas, puisque vous parlez d'une étude de l'Arcom. Nous, on avait fait une étude à la région Île-de-France dès 2020 et dès 2019, on est en train de se rendre compte, puisque je suis en lien avec de nombreuses associations, notamment de parents d'élèves et des associations en lien avec les enfants, du phénomène d'une explosion et d'un phénomène majeur. Il faut juste savoir que, eh bien, entre 2017 et aujourd'hui, il y a eu le phénomène de la crise sanitaire et que cette crise sanitaire, elle a décuplé, elle a fait amplifier ce phénomène puisque pendant le confinement, eh bien, il y a une explosion des contacts et puis de ces visionnages des films. Et c'est vrai que nous, on a mis en place eh bien, un certain nombre de dispositifs, mais on a surtout été appuyé par un think tank vers le haut qui a fait une étude et qui, de la même manière, explique que eh bien, l'âge moyen, la journaliste à côté de vous expliquait que c'était vers 12 ans et en réalité, l'âge moyen de du premier regard sur les films pornographiques, c'est 10 ans. Donc c'est édifiant. Il y a un problème, une explosion de ce phénomène, décuplé avec les achats de smartphones et notamment qu'il n'y a plus de contrôle parental puisque le téléphone portable devient un doudou. Et donc nous, à la région Île-de-France, on a lancé une campagne publicitaire, une campagne de communication et d'information qui est donc le porno, c'est pas la ref, en référence à la référence, pour parler jeune, le porno, c'est pas la ref. Le porno, c'est pas la ref. On va venir bien évidemment à toutes ces actions de sensibilisation que vous menez à la tête de la région Île-de-France dans un instant. Votre sentiment, Joseph Pesme, j'ai quand même le sentiment, quand on écoute les chiffres édictés par Mathilde ou bien sûr par Farida, que la consommation de porno est quasiment égale chez les ados et chez les adultes. À partir du moment où on y a accès, c'est tout simplement logique ? Oui, alors effectivement, en plus, pendant la puberté, il faut savoir que les adolescents traversent une période qui n'est pas évidente dans leur construction de leur identité, de leur sexualité, etc. Les hormones font un gros travail et forcément les prédisposent à se poser des questions sur le sexe. Et leur premier réflexe dans ce type de scénario, c'est d'aller chercher des réponses sur Google. Google, c'est leur meilleur ami pour beaucoup d'entre eux. Et du coup, voilà, ils vont aller chercher comme ça des réponses à leurs questions et tomber rapidement sur des sites pornographiques. C'est assez problématique. C'est assez problématique parce qu'en fait, on se retrouve avec des enfants qui ont pour première référence, comme le dit Farida, le porno. En fait, la découverte de la sexualité passe par la pornographie. Et ça, c'est très problématique. Et l'âge dont parlait Farida, effectivement, parce qu'avec Mathilde parlait de consommation qui était régulière à partir de 12 ans. L'âge des premiers visionnages, si je puis dire, cette découverte, ça se fait dès l'âge de 10, 11 ans ? C'est ça, alors c'est l'âge moyen, c'est une médiane qui est difficile à calculer. En fait, aujourd'hui, on a effectivement des mineurs qui, volontairement ou involontairement, se retrouvent sur des sites pornographiques dès l'enfance. Pour les garçons, principalement. Pour les jeunes filles, ça va arriver un peu plus tard, souvent en effet mimétique d'ailleurs. Elles vont imiter le comportement des garçons puisqu'elles cherchent des réponses. Elles cherchent à comprendre aussi pourquoi les garçons sont si intéressés par la pornographie. Donc ça peut passer par plusieurs vecteurs. D'abord, une exposition via pop-up, donc une fenêtre publicitaire qui va s'ouvrir sur l'écran pendant, par exemple, le streaming d'un dessin animé, par exemple. Ça peut être aussi une publicité sur un réseau social, sur YouTube, des contenus qui peuvent être plus ou moins explicites. Ça peut être également l'exposition par une tierce personne. Ça, c'est très fréquent dans les collèges. Par exemple, un jeune garçon n'a jamais vu de pornographie. Son camarade lui propose de regarder une vidéo sur son smartphone et se retrouve comme ça avec, sans l'avoir recherché spécialement, une exposition à des contenus qui vont le choquer, voire le traumatiser, et en tout cas créer une forme de curiosité qui va sans doute le faire revenir sur ces contenus par la suite. Farida Adlani, quels sont les effets, vous qui êtes sur le terrain, de cette exposition prolongée à des contenus porno ? Alors d'abord, avant de répondre à votre question, il y a quand même quelque chose d'intéressant qui vient d'être dit, c'est-à-dire que l'âge moyen de la première exposition, oui, c'est 10 ans, mais au-delà de ça, vous voyez que quand on nous explique que alors qu'un enfant
puisqu'à 10 ans, c'est l'âge d'un enfant qui regarde un dessin animé, se retrouve malgré lui bien confronté à des images pornographiques. Donc il y a une vraie question du cadre législatif et de le renforcer de manière à protéger les enfants. Alors maintenant, les conséquences sont dramatiques. Elles sont dramatiques parce qu'elles peuvent provoquer un dérèglement psychique de l'enfant. Et quand c'est de jeunes adolescents, eh bien, cette exposition, elle entraîne la banalisation de la violence. C'est aussi la dégradation de l'image de soi, l'image faussée de relations sexuelles ou encore l'impact, bien sûr, sur le développement psychologique et psychique du jeune adolescent. Alors, effectivement, il y a une consommation qui est plus importante chez les hommes, mais chez les jeunes garçons, mais on voit bien que cette relation qui est à deux, et notamment de la dégradation de la femme, eh bien, elle peut vraiment entraîner des difficultés dans la relation amoureuse, dans la relation affective, et c'est tout le danger d'avoir avec un accès libre, et c'est vraiment le mot, c'est très simple d'accès, très simple d'utilisation, que le jeune garçon de 10-11 ans peut être confronté à des images. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces images une fois que le jeune est confronté? Et il faut des associations, et je suis ravie de savoir et puis de voir qu'il y a des associations qui font le travail pour accompagner ces jeunes. Et il est clair que nous, à la région, on s'en est emparé, puisque voyant le phénomène montant, on a commandé cette étude pour se rendre compte de ce phénomène. Parce que si vous voulez, c'est aussi, on en parle, on a l'impression, c'est comme le harcèlement scolaire. Tout le monde, c'est un phénomène qui est montant, mais décuplé avec les smartphones. Et bien de la même manière, les images pornographiques, ça existe de tout temps. C'était les cassettes vidéo il y a 10 ans, mais aujourd'hui, cassettes vidéo avec un adulte derrière le comptoir qui consultait ces images. Aujourd'hui, un enfant qui est confronté à des images, à cette surexposition, puisque c'est plusieurs heures parfois, eh bien, ça donne quoi? Ça donne pas des jeunes qui sont bien dans leur tête et dans leur peau, notamment sur les relations et sur cette violence qui peut être répercutée dans les relations affectives et les relations sexuelles. Mathilde. Oui, Farida, que conseillez-vous aux parents pour limiter justement cette accessibilité au porno pour leurs enfants? Que doivent-ils faire? Vous savez, moi, je suis pas si vieille, mais quand on a un téléphone portable, il faut déjà accompagner le téléphone portable d'une explication et d'une éducation à l'utilisation de ce téléphone portable. À 10 ans, avoir un téléphone portable dans sa chambre avant de dormir, il faut le déconseiller. Il y a quand même comme ça des petites astuces pour que le jeune puisse déposer le téléphone portable et le déposer et ne pas l'utiliser le soir. D'abord, hormis le fait qu'il peut consulter des images pornographiques, eh bien, c'est pas bon pour la santé d'avoir de visionner, ne serait-ce que des films où cette lumière bleue, il y a des troubles du sommeil. Mais au-delà de ça, on a lancé une campagne de communication sur Instagram. Le porno, c'est pas la ref, et avec des contenus d'éducation avec est-ce que c'est une fausse réalité, vous le montrez à l'écran là, le porno, fausse réalité, vraie violence, oui. Le porno comme la consommation, comme l'éducation à la sexualité, eh bien c'est pas une éducation à la sexualité, et de montrer les images pornographiques comme un apprentissage, c'est une grave erreur. Et donc c'est important aussi que les parents puissent parler à leurs enfants, et c'est vrai que c'est pas facile dans les familles d'aborder ces thématiques. C'est la raison pour laquelle nous on s'appuie aussi sur des associations, et qu'on lance et qu'on communique sur cette campagne d'information, qui propose aussi des contenus à la fois ludiques, mais sur l'estime de soi, sur les rapports amoureux, sur les dangers du porno, et puis cette boîte à idées de questions aussi qu'on peut poser. Ça permet d'aider les associations, d'aider une infirmière scolaire qui peut s'appuyer aussi sur les contenus qui sont proposés par la région de France, et par cette campagne qu'on a lancée partout.
On va continuer à parler bien sûr des solutions dans un instant avec bien sûr cette campagne, votre campagne effectivement décidée par la région Île-de-France. J'aimerais qu'on continue à parler peut-être de la construction de la sexualité. Effectivement, pourquoi vont-ils forcément adopter, Joseph Pesme, ces ados, le modèle qu'ils ont sous leurs yeux? Comment on construit sa sexualité à cet âge-là justement? Alors nous, donc chez We Are Lovers, on intervient auprès des scolaires dans les collèges et les lycées. Donc c'est vrai qu'on a l'occasion d'échanger avec beaucoup de mineurs sur ces questions. En fait, à cet âge-là, ils vont tout simplement chercher des références pour pouvoir tout simplement se rassurer. Il y a une certaine anxiété chez les ados, que ce soit du côté des garçons ou des jeunes filles, sur les questions qui touchent à la sexualité. Est-ce que je vais être capable de donner du plaisir? Est-ce que je vais être capable de performer? Est-ce que je vais être capable de répondre à l'attente aussi de mon ou de ma partenaire? Ça crée tout un tas de peurs. Et la pornographie vient jouer un rôle en fait à la fois de cause et de conséquence sur ces peurs. C'est-à-dire que donc la peur est à l'initiative du visionnage, mais la peur va également être générée par le visionnage de pornographie. C'est-à-dire que sur le long terme, à mesure qu'on regarde beaucoup de porno, on finit par être un petit peu influencé par ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'on voit des hommes qui sont ultra performants, qui sont capables, par exemple, de maintenir des érections pendant plusieurs heures, de procurer un orgasme à leur partenaire quasiment systématiquement. Les femmes ont toutes des corps qui sont super performants, super beaux, parfois retouchés par de la chirurgie esthétique, etc. Et donc forcément, du côté des adolescents, ils ont une vision de la sexualité qui est principalement axée sur la performance. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'être au top du top et que le plaisir soit systématiquement au rendez-vous, etc. Or, la sexualité, on le sait bien, c'est pas comme dans un film porno, ça se passe pas forcément toujours comme ça. Et forcément, le jour J, le jour où ils vont commencer à avoir des relations sexuelles, ça se passera pas comme dans le porno. Donc il y aura une forme de déception, une forme de pression aussi qu'ils vont pouvoir imposer sur leur partenaire, et puis aussi une pression sur eux-mêmes. Est-ce que je vais être capable, comme dans la vidéo, de donner du plaisir aussi bien que tel ou tel acteur ou actrice? Joseph, cette consommation massive de porno, elle a un impact sur les relations femmes-hommes aussi? Bien sûr. Alors moi, je suis persuadé. Alors pour le coup, j'ai pas d'études à l'appui, mais je suis persuadé que dans l'affaire Balance ton porc ou MeToo, vous savez, ces affaires qu'on a pu suivre il y a plusieurs années, je pense que la pornographie joue un rôle, sans être le moteur principal de ces comportements masculins toxiques. Je suis persuadé que sur le long terme, voir des vidéos où, par exemple, la femme n'est pas consentante. Il y a parfois des viols, vous voyez, qui sont scénarisés sur les sites pornographiques, des viols scénarisés avec un script, etc. Les acteurs et les actrices jouent la comédie, jouent un viol. Je pense que quand on regarde ce type de vidéo pendant plusieurs années, ça finit forcément par impacter notre sensibilité, notre vision de la sexualité, notre perception de la violence sexuelle. Est-ce que quelqu'un qui voit une agression sexuelle dans la rue et qui est habitué à voir des viols filmés sur des sites pornographiques, est-ce qu'il va avoir un réflexe de protection? Est-ce qu'il va avoir le réflexe d'alerter la police, de prévenir les autorités? Je ne sais pas. Je me pose des questions et je pense qu'il y ait probablement un lien de cause à effet. Farida Adlani, vous avez parlé bien sûr de cette campagne de sensibilisation que vous avez mis en place déjà depuis de nombreux mois maintenant avec la région Île-de-France. Le porno, c'est pas la rêve, le porno, c'est pas la vraie vie. Quelle sensibilisation? Et surtout, comment on brise cet ultra tabou qu'est le porno? Est-ce qu'il faut en parler à l'école? Il faut en parler à la maison? Est-ce qu'il faut en parler dans tout l'environnement scolaire? Quel est votre avis sur la stratégie adoptée? À partir du moment où les contenus pornographiques sont devenus un vecteur d'éducation sexuelle, il est important de s'emparer de cette problématique et de parler non pas de valoriser les films porno, mais au contraire de dire que ça existe, mais que ça n'est pas la référence. Le porno, c'est pas la référence, c'est pas la ref, parce que pour de nombreux jeunes, c'est une manière d'avoir une éducation à la sexualité. Or, on sait très bien que, comme le disait très bien monsieur juste avant, cette surexposition précoce à des contenus pornographiques entraîne et banalise des actes de violence, de domination de la femme ou encore une exacerbation de la virilité. Et dans un monde qu'on veut parfait, idéal, du respect de l'autre, de l'estime de soi,
et aussi de cette naïveté qui en général, qui en réalité se perd, à savoir que les premiers ébats, cette naïveté de la découverte, c'est plus la découverte, c'est découvrir avant pour la performance. Et on n'est plus dans des relations affectives et relationnelles et sexuelles, mais on est clairement dans la consommation, dans la performance. Et c'est justement les conséquences désastreuses psychologiques des jeunes qui en font les frais, et d'où notre volonté d'anticiper, de faire de la prévention, de l'éducation aussi. Alors l'éducation, quand c'est pas possible avec les parents, dans les familles, sans être conservatrice, il y a des sujets qui sont, on va dire, pour certaines familles assez tabous. L'idée, c'est de permettre aussi à des parents d'avoir des outils de communication, mais aussi l'éducation sexuelle peut se faire aussi à l'école, via l'infirmière scolaire, via des associations. On a, nous, Île-de-France Prévention Santé SIDA, qui intervient gratuitement dans les établissements scolaires et qui peut faire, qui fait d'ailleurs, puisque c'est 80 000 élèves qui ont été sensibilisés sur des questions d'éducation sexuelle et affective. Oui, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une super puissance aujourd'hui de ces sites-là, notamment Pornhub, on en parlait tout à l'heure, qui est le numéro 1 vraiment des plateformes pornographiques. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une super puissance de ces sites-là qui sont ultra protégés, puisque effectivement ils ne font rien pour limiter l'accessibilité, en tout cas, de ces jeunes mineurs sur leur site? Il suffit juste de cliquer, j'ai plus de 18 ans et ils ont accès. Il n'y a rien, honnêtement, qui est fait de la part de ces sites-là pour contrôler, en tout cas pour limiter l'accès. Alors, tout à fait. Joseph. Alors, oui, Joseph. Alors, tout à fait. Aujourd'hui, Pornhub, par exemple, est un site très... c'est une vraie pieuvre, on peut dire, qui est détenue par une entreprise canadienne qui s'appelle MindGeek, dont les locaux principaux sont basés à Montréal. Le problème de ce site internet, c'est qu'en fait, ils ont déjà une fiscalité qui est très opaque, donc c'est difficile de savoir exactement quelle somme ils sont capables de générer chaque année à partir du visionnage de leurs vidéos. On estime à peu près à 6 milliards. Ça, c'est les chiffres officiels, en tout cas, à 6 milliards de dollars de bénéfices générés, de chiffre d'affaires généré en 2022. On ne sait pas exactement si ce chiffre est représentatif ou pas. Il y a d'autres chiffres qui tournent, comme 50 milliards, voire 200 milliards. Voilà, le problème, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, Pornhub est très habile dans sa manière, en fait, de mettre à disposition ses contenus. Il se positionne comme un hébergeur, tout comme YouTube, par exemple. Donc le but, ça va être simplement de dire aux consommateurs, moi, je me contente de rendre à disposition des vidéos pornographiques. Je ne suis pas responsable des contenus qui sont sur mon site. Donc si j'ai des contenus qui sont toxiques, voire illégaux, c'est pas de ma responsabilité. Vous voyez, c'est en gros le message que Pornhub veut porter. Et aujourd'hui, on le voit dans le rapport de force avec l'Arcom et le gouvernement français. Pornhub est très malin. Ils ont des avocats qui sont extrêmement performants, qui vont être capables de jouer avec la législation française et européenne pour défendre notamment leurs consommateurs, entre guillemets, sous l'angle du RGPD et des préconisations de la CNIL. Donc voilà, on se retrouve face à une vraie puissance, comme vous le dites très bien, qui est capable de défendre ses intérêts et de se justifier sur énormément de points, avec beaucoup de cynisme d'ailleurs. Pour eux, un consommateur est un consommateur, qu'il soit mineur ou pas. Voilà. L'info en plus, avec Mathilde. Et on continue, Mathilde, dans ton info en plus, à parler de la toute-puissance des plateformes dans le viseur des associations de la protection de l'enfance. On retrouve un réseau social très très connu. Ah oui, c'est Twitter, effectivement, qui se retrouve dans le viseur de plusieurs associations, et ça fait 1 an que ça dure, quasiment 1 an. Selon elle, Twitter laisse des mineurs accéder donc à des contenus pornographiques, pédopornographiques et zoophiles. Je ne sais pas que c'était aussi facile d'accès, mais visiblement oui. Moi, quand je consulte mon feed Twitter, je ne vois pas ça. Moi non plus, je ne vois pas ça. Mais après, je pense que c'est en fonction des gens qu'on suit ou des sites, etc. Après, effectivement, c'est des trucs intelligents. Voilà. Elles ont d'ailleurs, ces associations, saisi l'Arcom en août dernier pour que Twitter respecte enfin la loi en interdisant justement de diffuser ce genre d'images. Elles estiment également que sur Twitter, il est possible de mentir sur son âge pour s'inscrire. Vous savez, il faut avoir 13 ans, soi-disant, c'est comme Facebook. Sauf que
que même si Facebook, maintenant, les gens ont plus de 50 ans, sur Twitter, c'est pas le cas. Et sur Twitter, il y a énormément de mineurs, beaucoup plus jeunes, qui ont pas du tout 13 ans et qui s'inscrivent tout de même. Alors justement, la question est la suivante. Est-ce que là, on parlait de Pornhub, mais il y a aussi effectivement le rôle des réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut là aussi restreindre les réseaux sociaux? On en parle beaucoup sur cette chaîne. Eh bien, réduire l'accès des réseaux aux jeunes mineurs et en tout cas aux adolescents. Farida Adlani. Alors moi, aller dans le sens de ce que vous venez d'annoncer, à savoir cette hypocrisie française aussi, d'avoir un cadre législatif qui est même si officiellement il est contraignant, en réalité il est très permissif. Il est très permissif et c'est juste sur du déclaratif. Un jeune, alors qu'il a 10 ans, il peut écrire et cliquer sur « j'ai plus de 18 ans ». Donc comment on a cette information et comment on la vérifie? C'est toute la question. Donc il faut un cadre législatif beaucoup plus dur, beaucoup plus dur avec... alors sur les contenus pornographiques libres d'accès aux mineurs et notamment aux très très jeunes mineurs. Donc oui, il faut changer la législation française et européenne. FPSM, quelle volonté politique et surtout est-ce qu'on a des solutions efficaces face à ce qui se passe en ce moment? J'ai quand même le sentiment, avec l'usage du smartphone et avec toutes ces plateformes, qu'on aura toujours un train de retard. Effectivement, c'est un sujet qui est quand même très complexe, il faut dire ce qui est, puisqu'il y a des enjeux à la fois technologiques. Comment est-ce qu'on fait pour bloquer l'accès à des contenus pour mineurs sur Internet? C'est un vrai défi technologique. Il y a aussi un défi juridique, je pense, et un défi politique. Donc ça, on est vraiment sur trois niveaux différents. Au niveau technologique, en fait, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est un peu le jeu du chat et de la souris, c'est-à-dire que le gouvernement met la pression sur les sites pornographiques pour qu'eux-mêmes mettent en place un système de barrières pour empêcher les mineurs d'accéder aux sites. Mais ça veut dire forcément à un moment donné rentrer des données privées, personnelles sur ces sites pour justifier du coup de l'âge de naissance et justifier de l'âge de plus de 18 ans. Donc ça pose aussi des questions RGPD et CNIL. Par ailleurs, ces sites vont avoir tendance à rejeter la responsabilité sur les fournisseurs d'accès Internet, donc en disant c'est pas notre problème, c'est le problème de Free, de Orange, de SFR, etc., qui seront chargés, d'après eux en tout cas, qui doivent se charger de ce contrôle d'accès. Et puis du côté des fournisseurs d'accès Internet, on va plutôt repousser la responsabilité sur le gouvernement. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense que c'est le gouvernement qui est le plus sérieux sur ces questions, qui propose notamment avec l'ARCOM de mettre en place une barrière à l'entrée avec France Connect par exemple, c'est une solution qui a été proposée il n'y a pas longtemps et qui pourrait justement permettre dans un cadre légal bien défini de contrôler l'accès de l'identité des personnes qui souhaitent se connecter à ces sites. Merci à tous les deux, merci à tous les trois. Joseph Pesme, directeur général de We Are Lovers, et Farida Adlani, qui est vice-présidente de la région Île-de-France, chargée de la santé, des solidarités, de la famille. Vous êtes également maire adjointe de Villepinte. Un grand merci à tous les deux. On avait énormément de questions avec Mathilde, mais malheureusement le temps file, le temps presse et l'émission est déjà terminée. Assurément, on en fera une nouvelle pour parler encore peut-être un peu plus des solutions, effectivement, de cette toute puissance des plateformes. Merci Mathilde. Merci beaucoup. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. Ciao.